Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La rentrée de Pâques est pratiquement faite maintenant, après ces quelques jours de vacances marqués par le froid. Ce matin, sur les routes de la région parisienne, la circulation était fluide. On note que des inconscients ont jeté durant la nuit des clous sur l'autoroute de l'Ouest. Il n'y a eu, par miracle, aucun accident. Au total, néanmoins, pour ces 3 jours de vacances, le bilan des accidents de la route est très élevé. Il est de 128 morts, selon l'agence France-Presse, un bilan provisoire pour cette heure-ci. 128 morts, 1586 blessés, dont 517 gravement atteints. On comptait en 1969, c'est-à-dire l'an dernier à la même heure, 122 morts et 1666 blessés. Il est donc faux de dire qu'il y a eu moins de morts cette année que l'an dernier sur les routes. D'ailleurs, les accidents les plus graves, on le note également, ne semblent pas avoir été causés, nous dit l'agence France-Presse, par la vitesse excessive. Si les vacanciers qui prennent le train sont à l'ordinaire débarrassés de tous les soucis que connaissent les automobilistes, il n'en a pas été de même ce matin pour ceux qui revenaient de la Côte d'Azur. Une fausse alerte à la bombe a en effet provoqué l'arrêt de tous les trains entre Valence et Chalon-sur-Saône dans la nuit. Les trains ont eu 2 heures de retard ce matin à leur arrivée à la gare de Lyon où nous nous trouvions. Ça vous a beaucoup dérangé, vous? Ouais, ma matinée est perdue, quoi. Vous venez pour travailler? Oui, je suis en retard déjà. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé? Non, pas du tout, je suis pas... Moi, je peux vous le dire, on avait annoncé une bombe sur la voie. C'est pas vrai. Ah, je vous le promets. C'est vrai? J'étais dans une couchette, tout le monde dormait, philosophiquement. Vous avez des choses à faire ce matin? Ah oui, certainement. J'avais rendez-vous à 9h moins quart. Je crois qu'il est manqué le rendez-vous. Oui, ça a l'air. Vous êtes très en colère. Non, c'est marrant, je vais arriver en retard au bureau. Pas très content, Vous avez été bloqué où? Dans une gare ou un peu partout? je dormais. En couchette? Non, en wagon libre. On vous a dit les raisons du retard? Absolument pas. C'est la seule chose que tout le monde a remarqué, c'est qu'on ne cherche absolument pas à expliquer le retard à personne. C'est Alain Cancès qui était à la gare de Lyon à Paris. Une spectaculaire mystification, sans rapport d'ailleurs avec le poisson d'avril, semble avoir fait échouer un détournement d'avion. Mais je dis bien semble, effectivement, j'emploie le conditionnel car tout n'est pas joué. 15 étudiants maoïstes japonais armés de sabres de samouraï et de revolvers avaient détourné hier soir, peu après le décollage de Tokyo, un avion de la Japan Airlines avec 131 passagers à bord. Peu après le décollage, ils donnaient l'ordre aux pilotes de se diriger vers la Corée du Nord. Et après une escale pour faire le plein d'essence, l'appareil prit effectivement la direction de Pyongyang, qui est la capitale de la Corée du Nord. Mais c'était compté sans l'astuce du pilote, qui suggéra aux autorités de Séoul de maquiller l'aéroport de la capitale sud-coréenne en aéroport nord-coréen. Vous voyez ici cet avion, à son escale technique. Tous les drapeaux sud-coréens et américains furent donc retirés de cet aéroport sud-coréen et remplacés par des drapeaux communistes et les traditionnelles pancartes anti-impérialistes de slogans que l'on trouve sur ces aéroports. Des militaires revêtirent même des tenues nord-coréennes, d'autres se travestirent en mécaniciens. Au moment d'atterrir, la tour de contrôle a même envoyé un faux message en disant « Ici Pyongyang, vous pouvez atterrir ». Mais les pirates de l'air ne se sont pas laissés prendre par tous ces artifices et ils n'ont pas mordu à l'hameçon. En effet, 2 heures après l'atterrissage de l'avion, les portes de celui-ci étaient toujours closes et les 15 étudiants maoïstes refusaient de laisser sortir les passagers, dont la grande majorité avait toujours les mains liées derrière le dos. Vous voyez ici le pilote, qui est à l'origine de la mystification, et derrière lui, l'un de ces fameux maoïstes. Un avion de combat a été placé juste devant ce Boeing 727 afin de l'empêcher de décoller pour la Corée du Nord. Voilà où en sont les choses. L'avion est toujours là et les passagers à l'intérieur et on attend. Toujours en Extrême-Orient, nous allons écouter maintenant, à propos de la situation au Cambodge, Georges Pitoef. Depuis hier, le calme règne à Phnom Penh, capitale du Cambodge. On n'a pas signalé de nouvelles manifestations dans le reste du pays, mais l'armée veille, des réservistes ont été rappelés et le gouvernement a décidé de créer une milice populaire. Prétexte, les communistes sud-vietnamiens et nord-vietnamiens implantés dans le pays inciteraient les paysans à la révolte et feraient courir le bruit d'un retour en force du prince Norodom Sihanouk, destitué il y a 2 semaines. Le régime du prince Sirik Matak et du général Lon Nol, qu'on voit ici noyé dans les fumées d'encens d'un temple bouddhiste, mène une vaste campagne diplomatique en appelant au coprésident de la conférence de Genève, à l'Organisation des Nations Unies, pour protéger la neutralité du Cambodge. Démarches et supplications feront-elles du Cambodge un Cambodge à l'image du Vietnam que voici? Cette scène a été filmée ces derniers jours au Vietnam, près de la frontière cambodgienne, où de nouvelles unités d'artillerie et de troupes héliportées, américaines et sud-vietnamiennes, surveillent les infiltrations Viet Cong. Verra-t-on les mêmes scènes, la même guerre au Cambodge?
Au Cambodge, où le général Lon Nol a annoncé que si la diplomatie s'avérait inopérante, il aurait recours à la force et, le cas échéant, ferait appel à l'aide de pays amis, y compris les États-Unis. Aide exclusivement matérielle, a-t-il précisé, comme par exemple ces canons et ces mitrailleuses que nous verrons dans un instant tirant des milliers de coups à la minute, mais dont l'efficacité politique n'a pas encore été démontrée. Nous apprenons à l'instant que le pape Paul VI va faire un nouveau voyage. Il va se rendre le 24 avril en Sardaigne pour dire la messe au sanctuaire de Sainte-Marie de Bonaria. Ce sera la première fois qu'un pape se rend dans l'île située à 300 km au large de la côte italienne. Cette visite du pape commémorera la découverte d'une statue de la Madone et de l'Enfant, Jésus rejeté par la mer, il y a 6 siècles de cela. La terre a de nouveau tremblé ce matin dans la région de Gediz, dans l'ouest de la Turquie, causant la mort d'au moins 24 personnes et provoquant d'importants dégâts. Écoutons François Cornet. La population de Gediz, la ville martyre, fait face à son triste sort. Après les secousses de faible intensité ressenties la nuit dernière dans la région, ces secousses que les spécialistes appellent les répliques et qui font toujours suite après la secousse principale, c'est un nouveau séisme qui vient de frapper à nouveau Gediz. Le bilan des morts est maintenant de plus d'1 millier et il est probable que ce chiffre s'accroîtra car en raison des glissements de terrain, les équipes de secours n'ont pu atteindre plusieurs villages dont les routes d'accès sont coupées. Entre-temps, les travaux de déblaiement se poursuivent sans discontinuer. Plusieurs personnes demeurées ensevelies pendant plus de 48 heures ont été retrouvées saines et sauves. Les secours étrangers parvenus sur place ont été envoyés par l'Iran, l'Allemagne fédérale et les États-Unis. Néanmoins, ils ne sont pas suffisants pour faire face aux épidémies qui menacent maintenant non seulement les survivants, mais également les sauveteurs. Justement, à ce propos, on nous précise de Turquie que l'épidémie de peste que l'on redoutait est tout à fait évitée et que les mesures sanitaires nécessaires ont été prises, concernant également les autres risques d'épidémie. D'ailleurs, la région concernée par ce tremblement de terre se trouve en dehors des itinéraires touristiques, c'est-à-dire que les touristes qui se trouvent actuellement en Turquie et ceux qui vont se rendre en Turquie ne sont pas actuellement dans la région du tremblement de terre. Des nouvelles d'ordre religieux, maintenant, avec un reportage qui nous vient du prieuré de Thésée, où 2000 jeunes gens étaient réunis pour Pâques. La fête de Pâques a été l'occasion à Thésée d'une rencontre internationale de jeunes venus de tous les continents. Plus de 2000 jeunes ont passé 3 jours à préparer en secret une nouvelle insolite et ils l'ont rendue publique dans un grand enthousiasme. Christ, resurrected, comes animating a festival in the most intimate parts of man. Le Christ ressuscité vient animer une fête au plus intime de l'homme. Il nous prépare un printemps de l'Église, une Église dépourvue de moyens de puissance, prête à un partage avec tous, lieu de communion visible pour toute l'humanité. Il va nous donner assez d'imagination et de courage pour ouvrir une voie de réconciliation. Il va nous préparer à donner notre vie pour que l'homme ne soit plus victime de l'homme. Le prieur de Thésée commente cette joyeuse nouvelle. Centré sur la résurrection du Christ, si étrange et paradoxal que cela paraisse aujourd'hui, où les sociétés sont troublées, il y a aussi un trouble de l'Église. Et avec des jeunes venus de tous les continents, ici même, on a longuement réfléchi, préparé, et on s'est unanimement mis d'accord en se disant, il n'y a qu'une chose à faire pour vivre la joyeuse nouvelle, c'est d'annoncer un concile des jeunes. Mais pour le préparer, entrons tout de suite, aujourd'hui, en état conciliaire. Et dans cet état conciliaire, que va-t-on faire? Se rencontrer en Amérique latine, en Afrique, en Asie, un peu partout, beaucoup. Et chercher à vivre d'abord d'une réalité. Quand nous aurons vraiment vécu, intériorisé, tous ensemble, eh bien nous entrerons dans la deuxième étape, le concile des jeunes. I've been to many funerals, King, Kennedy, Malcolm X. J'ai assisté beaucoup de morts, des funérailles, King, Malcolm X, Kennedy. I didn't come here for a funeral, I came here for a resurrection. Je suis pas venu ici pour une autre funéraille, je suis venu ici pour la résurrection. Essa disponibilidade de se viver
a serviço dos irmãos e a serviço da igreja. La chose pour lui la plus importante qu'il a vue ici, c'était la disponibilité des uns vis-à-vis les autres. Et c'est ce sens-là qu'il ramène chez nous, disponibilité vis-à-vis ses copains et vis-à-vis l'Église. La première fois dans l'histoire, en Europe, où un concile est fait par des jeunes, c'est retourné, je pense, comme au premier temps de l'Église, où tout le monde est valorisé pour faire une Église plus belle et plus au service de l'homme, afin que l'homme soit encore plus homme, soit personne, soit pas un numéro dans une société technique. Vous avez dit hier que vous n'étiez pas chrétien. Oui. Et pourquoi êtes-vous là? Précisément parce que je crois que même si je ne suis pas chrétien, je crois que dans cette universalité de tous les hommes, et je cherche tous les éléments qui puissent nous unir plutôt que nous désunir. La réaction a été tellement extraordinaire, a dépassé nos prévisions. Hier, justement, un jeune me disait, c'est pas simplement quelque chose de réjouissant, c'est quelque chose qui nous engage tout entier. Mort d'un jeune sportif, un jeune rugbyman du FC Lourdes qui s'appelle Christian Pelage, âgé de 20 ans, est en effet décédé 20 jours après avoir été blessé au cours d'un match. Jeudi dernier, après avoir repris normalement ses occupations, il s'effondrait victime d'une syncope et il est mort hier soir sans avoir repris connaissance. Le conseil juridique maintenant avec France Guérité. Oui, en effet, nous abordons un problème juridique aujourd'hui avec Christiane Delacroix. En cas de conflits familiaux, qu'est-il prévu en ce qui concerne les droits des grands-parents, droits de visite, droits de garde de leurs petits-enfants? Que sont-ils en mesure de revendiquer? Dans quelles circonstances? Christiane Delacroix évoque ce sujet dans sa rubrique de conseil juridique. Une scène classique, une petite fille qui explose de joie et court à la rencontre de ses grands-parents. Pour tous, c'est le bonheur, mais il n'en est pas toujours ainsi. Il peut se faire qu'en raison de conflits dans les familles, les grands-parents n'aient pas la possibilité de voir leurs petits-enfants. Maître, dans ces cas-là, les tribunaux peuvent-ils intervenir? Oui, hélas, bien sûr. Ils peuvent intervenir, mais c'est ridicule. Il vaudrait tellement mieux que les gens se mettent d'accord, qu'ils soient suffisamment raisonnables pour le faire. Mais comme ils ne le sont pas, toujours, du moins, le recours aux tribunaux peut être utile. Dans ces moments-là, comment les grands-parents peuvent-ils agir? Eh bien, les grands-parents peuvent saisir le tribunal de grande instance. Et en cas d'urgence, par exemple à l'approche d'une période de vacances où ils souhaiteraient emmener leurs petits-enfants avec eux, le juge des référés. Et ça, c'est rapide. Est-ce que les grands-parents peuvent également exercer un droit de garde? Il n'y a que dans certains cas exceptionnels que les grands-parents pourront avoir un droit de garde. Évidemment, si les enfants sont... leurs enfants, les parents des petits-enfants sont décédés tous deux, alors ils pourront avoir la garde de leurs petits-enfants. Mais il y a des cas aussi où, par exemple, quand un mari, un père, doit avoir la garde de ses enfants, mais qui ne peut pas l'exercer en cas de divorce, on lui confie la garde de ses enfants, à charge par lui de les laisser chez les grands-parents, soit paternels, soit maternels. Mais ce n'est qu'un droit de garde indirect. Il n'y a pas un droit de garde direct pour les grands-parents, ou très exceptionnel. Et en cas de divorce, un des parents, disons le père par exemple, ne peut exercer son droit de visite parce qu'il est malade ou pour une raison de travail. Est-ce que dans ces cas-là, son droit de visite peut être exercé par les grands-parents? Oui, oui, bien sûr. Et puis si la belle-fille s'y refuse, les grands-parents disposeront du même moyen que dans le cas général dont on parlait tout à l'heure. Oui. Mais c'est tout de même navrant. Bien sûr. C'est tout de même navrant parce qu'il est aberrant, et ça je le dis aux téléspectateurs, de faire des litiges, qu'il y ait tant de litiges à ce sujet-là. Vraiment, c'est l'intérêt des petits-enfants qui doit être pris en considération. Des petits-enfants et des grands-parents? Non, des petits-enfants. Les grands-parents doivent servir leurs petits-enfants, qu'ils en profitent, certes, mais les tribunaux prennent toujours en considération l'intérêt des enfants. Et c'est en fonction de cet intérêt qu'ils rendent leurs décisions. Mais pour l'amour du ciel, et je le redis aux téléspectateurs, c'est là, dans ce domaine, qu'il faut faire preuve de la plus grande compréhension, de la plus grande générosité. En effet, il ne faut jamais perdre de vue l'intérêt de ces enfants. Eh bien, pour les grands-enfants et les petits-enfants, nous allons parler maintenant de la foire du trône qui s'est installée depuis peu aux abords de Paris, qui a toujours ses adeptes, les amateurs de rêves et d'émotions fortes. Jean-Louis Saporito s'y est promené pour vous. La promenade est commentée par Michel Toulouse.
Ouverte depuis le samedi des Rameaux, la foire se prolonge jusqu'au 25 mai. Le bois de Vincennes abrite les attractions et si le loup n'y est plus, on peut encore y rencontrer dragons ou chenilles volantes. Au bois de Vincennes, les lauriers sont coupés pour celui qui fait un carton. Le petit train emporte les enfants bien loin du petit train-train quotidien. Trois petits tours de manège et puis s'en vont au pays des rêves. Et puisqu'il faut être de son temps, soucoupe volante et avion font bon manège. Pour faire comme les grands, on joue à l'embouteillage. Pour éprouver le grand frisson, rendez-vous à partir de 14 h sur la pelouse de Reuilly jusqu'au 25 mai. Oui, paraît-il que c'est le seul frisson qui rend les belles-mères amoureuses. Oh là là! Et bien maintenant, nous passons à un tout autre sujet. Il s'agit de la suite d'un reportage qui nous conduit dans les coulisses d'une guerre ignorée, celle que livrent depuis quelques mois les illusionnistes et les prestidigitateurs contre les mages. En effet, les illusionnistes professionnels ont décidé de lever le voile sur les activités, les profits illicites de ceux qui se disent doués d'un certain don de voyance, de magie, d'occultisme, qui ne sont, au dire de ces illusionnistes, que des escrocs et des charlatans. L'enquête est menée par Philippe Alfonsi. Robert. J'ai beaucoup souffert avant de mourir. J'ai beaucoup regretté la terre. La voyance, un don ou un trucage? Les magiciens accusent, Madame Lisa, l'œil rivé à la boule de cristal, se défend. Oui, oui, j'entends. Et la boule, alors là, c'est... Et la boule, c'est-à-dire que la boule me fait entendre les voix plus distinctes, voyez-vous? Et pourquoi la regardez-vous, la boule, alors quand... Mais je regarde, si des fois je vois quelque chose en même temps, mais... Quelquefois, je vois quelques symboles en même temps et quelquefois, je vois rien. J'enlève aux charlatans ce qui ne leur appartient pas pour le rendre aux prestigitateurs, aux illusionnistes. Car voyez-vous, il y a des gens qui font des expériences à peu près comme les miennes. Ce n'est pas simplement pour donner du spectacle. Lorsqu'ils ont terminé, ils vous disent « Je suis un être extraordinaire, j'ai des dons que vous n'avez pas, je suis un grand initié ». Certains même ont l'audace d'affirmer « Je suis envoyé de Dieu ». Certains de ces charlatans réclament, pour répondre à une seule question, jusqu'à 50 nouveaux francs. Je peux vous dire, enfin, c'est comme tous les médiums, on est dans un état un peu secondaire, par moment. Et quand vous commencez à écouter les voix, là, comme tout à l'heure, vous ne semblez pas pourtant être dans un état second, là, c'est très naturel. Maintenant, c'est devenu naturel. Mais où j'ai été extrêmement bouleversée, c'est quand j'ai commencé à faire de la voyance sur photo, et je voulais simplement, j'avais des clichés. Et tout d'un coup, j'ai entendu vraiment alors parler. Et ça s'est brouillé beaucoup dans ma tête, c'est que ça parlait tout le temps. Ça n'arrêtait pas, ça parlait. Et ça a commencé souvent même des injures, des méchancetés, ça dépend. Alors je pense que je me demandais si je devenais pas folle, quoi, finalement. C'était pas ça, puisque des personnes m'ont donné des photos et je parlais avec la personne, même des photos de vivants,
comme la personne parlait. Par exemple, si la personne parlait italien, anglais, eh bien, même maintenant, je me mets à parler la langue. Chez beaucoup de ces mages, il y a au départ de la supercherie pure et simple. Et puis, ils finissent par y croire, plus ou moins. Ils entrent dans la peau de leur personnage, sans quoi ils ne joueraient pas aussi bien leur rôle. Question sentiment, vous avez une déception sentimentale. Vous avez eu. Et un désaccord avec quelqu'un en toute certitude. Voilà pour les professionnels de la voyance, ceux qui vivent de la bonne aventure. Mais il y a les autres, les spirites comme le docteur Crouzet, qui se passent de médium et qui chaque jour font venir des fantômes à domicile pour leur plaisir personnel grâce à une planchette spirit. Une planchette montée sur roulement à billes qui répond aux questions posées si toutefois un esprit veut bien se déranger. C'est-à-dire qu'avec cette planchette, c'est un petit peu les fantômes à la portée de tous. Enfin... Absolument, parce que chacun a des guides qu'il aime. Ces guides invisibles qui vivent dans le monde astral sont des parents, sont des amis, des vieux parents désincarnés qui continuent à nous aimer, ils vivent avec nous de temps en temps. Enfin, il y a les spirites professionnels, les grands médiums. Ici, Jean-Robert Boissier en séance publique. Il va y avoir une très mauvaise période internationale jusqu'en fin juin, juillet. Il va y avoir encore du sang, oh là là. Le monde arabe et le monde israélite va se battre encore beaucoup. Le mois d'octobre ou novembre apportera seulement une accalmie. Grosse perturbation sur la France. La suite de cet étonnant reportage demain. Eh bien, maintenant, il est l'heure de rejoindre Michel Tardieu pour les cours de la bourse. Si seulement il y avait un mage pour me dire quels titres vont monter cette semaine, je serais bien content. Le marché aujourd'hui, en tout cas, est assez résistant. Il n'y a pas beaucoup de transactions. Tout se passe comme si nombre de boursiers étaient encore restés en week-end. Les transactions sont très faibles aussi bien sur le marché des valeurs que sur celui de l'or, mais d'une façon générale, les cours se tiennent bien et certaines valeurs comme la Banque de l'Indochine, Mocta ou la Lyonnaise des Eaux se distinguent. En tout cas, qu'ils soient rentrés ou non, les financiers ont pu, pendant ce week-end pascal, méditer et je ne suis pas sûr que leur réflexion ait été aussi joyeuse que celle auxquelles nous convie l'Église catholique en cette époque de l'année. En effet, la principale réflexion des financiers en ce moment, c'est évidemment le comportement de Wall Street. Vous savez que la semaine dernière, la bourse de Paris a monté parce que Wall Street a monté. La bourse américaine a repris courage en voyant les taux d'intérêt baisser. Plusieurs banques américaines ont baissé leurs taux et ça a fait plaisir aux boursiers. Et aussitôt que Wall Street a démarré, Paris a démarré derrière. Eh bien, hier, Wall Street était plus hésitant et aujourd'hui, Paris en fait autant. On est un peu plus hésitant, bien que je le répète d'une façon générale, assez résistant. Il faut dire que le solide optimisme des Américains est malmené en ce moment. La situation tendue au Moyen-Orient, l'extension des combats en Extrême-Orient et puis le développement des grèves à l'intérieur des frontières américaines ne sont pas des facteurs favorables à la bourse. La situation sociale qui met sur le devant de la scène tour à tour les postiers, les routiers, les cheminots, les aiguilleurs du ciel et puis certains fonctionnaires pose à M. Nixon des problèmes extrêmement ardus. Il sait, comme M. Chaban-Delmas et comme tous les responsables des économies mondiales, que la paix sociale s'achète le plus souvent avec des hausses de salaire. Or, ces hausses de salaire sont la négation même de la politique actuelle de la Maison-Blanche qui cherche à freiner la consommation des Américains pour arrêter le mouvement ascendant des prix. M. Nixon, bien sûr, souhaite, comme tous les industriels, que la baisse des taux d'intérêt, cette baisse des taux d'intérêt qui a commencé la semaine dernière, s'accélère et continue. Mais il ne peut à la fois lâcher sur les taux d'intérêt et sur les salaires sans risquer une relance brutale de l'inflation. Et s'il lâche sur les salaires, il peut donc être tenté de serrer les autres vis de l'économie américaine, c'est-à-dire tout principalement le crédit.
Il faut dire cependant que la politique de rigueur, c'est-à-dire la politique de restriction de crédit, devient de plus en plus difficile aux États-Unis au fur et à mesure que l'économie américaine donne des signes de ralentissement. Et ces signes sont nombreux. Le produit national brut des États-Unis va s'inscrire en baisse pour le premier trimestre 1970. Il s'était déjà inscrit en baisse pour le dernier trimestre 1969. Ça fait donc 2 trimestres de suite où le produit national baisse. Et un certain nombre de spécialistes disent que cela ressemble fort à une récession. Donc, de toute façon, l'économie se calme et les risques de chômage augmentent. Certains experts, ceux de la First National City Bank, qui est la seconde banque des États-Unis, affirment que ce mouvement de ralentissement n'est pas terminé. Ils annoncent même que le ralentissement actuel des ventes va diminuer de près de 10% les bénéfices des sociétés américaines. Et que cette baisse des bénéfices va contraindre les sociétés américaines à diminuer leurs projets d'investissement. Et donc, en réduisant leurs investissements, à réduire leur embauche et ainsi à accroître encore un peu plus le chômage. Il faut dire que les experts de la First National City Bank reflètent souvent l'opinion des milieux patronaux américains et que les patrons américains, comme beaucoup de patrons, ont souvent tendance à crier un petit peu